il ne suffit pas de savoir cuisiner pour se lancer dans la restauration. Il ne suffit pas même d'aimer cuisiner pour se lancer dans la restauration. C'est vraiment tout un ensemble de skills. Des compétences comment dire ça, en dressage, en qualité visuelle, qualité de présentation visuelle, les compétences en marketing, en relations clients, blablabla. En tout cas, si tu as un niveau où c'est encore toi qui gères tout ça, c'est vraiment tout un tas de compétences que tu dois avoir et que tu dois savoir manager ensemble au même moment. Donc, se lancer, c'est une chose, mais durer dans le temps, c'est une autre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Elisa Larousse, à l'état civil Princesse Elisabeth Kapa. Je suis blogueuse culinaire et restauratrice, promotrice de Larousse Foodies, service de restauration. Et l'activité principale consiste à livrer des déjeuners aux heures de pause dans les entreprises le plus souvent. On a beaucoup parlé. On a abordé les différentes situations auxquelles pouvaient être confrontées les personnes qui se lancent ou aimeraient se lancer dans le business de la food ici à Lomé, de comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on gère les clients, ou comment même est-ce qu'on fait, on gagne les clients, Oui. si on peut dire ça comme ça. Donc oui, on a exploré de long en large. Boris Agbo de Afrique Influence Digital. Pour toi, c'est la première fois qu'on se voit? Oui, bon, même ça c'est relatif parce que je sais que je ne suis pas physionomiste. Donc ça m'arrive très souvent de penser rencontrer les gens pour la première fois alors qu'on s'est déjà rencontré dans certaines situations, tu vois. Donc par contre, ma mémoire elle est très, tu vois, si on s'est déjà vraiment parlé ou si on s'est déjà écrit, là vraiment je sais. Mais c'est juste les visages que j'ai du mal à retenir. Donc, Ok. Moi, je retiens le visage, c'est le nom que j'ai du mal à retenir. Ouais, c'est totalement le contraire. Voilà. Donc, du coup, comme j'ai dit, on s'est vu pas mal de fois. On s'est retrouvés dans les événements pas mal de fois, je veux dire. Dans pas mal d'événements aussi, je crois. Ouais. Par contre, on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir discuter d'un sujet précis. J'ai même commandé tes plats. Ouais, ça, je sais. Je me rappelle le jour où j'avais commandé les plats là, j'ai même pas mangé la moitié. Parce que j'étais au boulot. Donc les gars, ils ont fini le plat que j'ai commandé, que je devais normalement amener à la maison en fait. Yako. C'est devenu le plat du peuple. Voilà. Donc je pense que on va recommander en fait pour la régie, hein, ou bien. Il faut lui rappeler ça. Hein. Donc, faut pas que ça reste en l'air comme ça. Intéressant. Donc, oui, il faut qu'on en parle aussi. Tiens, vraiment sur les réseaux. Et les gens envoient tes plats pour séduire des personnes. Ça c'est très fréquent. En fait, je pense que j'ai énormément de secrets. Même si je faisais des confessions, j'aurais pas autant d'informations. Parce que c'est un truc de malade. En vrai, moi j'ai pas forcément les détails hein, dans le sens où je sais juste qu'une telle personne a commandé pour telle. Maintenant, il y en a qui précisent, ok, je vais commander pour mon mari, je vais commander pour ma femme, je vais commander pour madame, etc. Il y a des gens qui commandent pour les teasers aussi. Moi, je sais pas. Mais en fait, si on me fait session papato, c'est sûr qu'on va casser les papos des gens en vrai. Intéressant. Non, ça c'est vrai. Je pense que et en vrai, je pense que c'est l'une des raisons même pour lesquelles j'aime beaucoup ce contact-là avec les gens parce que au final, ce sont des personnes
que j'ai jamais vu, on s'est jamais vu comme ça, mais on est relativement proches parce que je connais leur habitude alimentaire, je sais qui aime manger quoi, je sais qui aime manger épicé par exemple, je sais qui n'aime pas manger des oignons, je sais qui veut beaucoup de piment sur son truc, je sais qui prend toujours un supplément, c'est-à-dire que quand le repas est à 2500, tu sais que d'office, lui, tu lui fais une portion à 3000, à 3500 francs par exemple. C'est plein de données qu'on a et sur 3 ans par exemple, je sais qui a travaillé où, ensuite où. Tu vois, parce que pendant toutes ces années-là, cette personne est vraiment fidèle et je sais que pendant tel nombre de mois, on l'a livré à telle adresse, pendant tel nombre de mois, on l'a livré à telle adresse, tu vois. Je sais qui habite où, qui a déménagé entre-temps. C'est beaucoup de données qui sont relativement sensibles, hein, mais que toi tu as quand tu as ce contact-là avec les gens, et je trouve ça merveilleux, je trouve ça trop bien. Vraiment trop bien et voilà, ça crée cette sorte de relation là, cette sorte de mini intimité là avec les gens, quoi. Mais là, jusque-là, on ne pense pas de ce que tu fais. Il faut que tu nous dises vraiment ce que tu fais pour avoir autant d'informations sur les gens. Mais quand tu dis ça comme ça sonne bizarre. Quand tu dis il faut avoir autant d'informations sur les gens, ça fait très bizarre. Nous on livre des repas, on cuisine et on livre aux heures de déjeuner, donc entre midi et 14h. Pour la plupart c'est dans les entreprises, mais bon, il y en a quelques-uns qui se font livrer à d'autres adresses également. Donc c'est principalement ça. Et moi, je suis principalement celle qui est en contact avec les clients, donc ce qui nous emmène à la relation dont je parlais tout à l'heure là. Voilà. Donc je pense que, est-ce que à cause de cette relation là, demain, si ton entreprise, j'espère que tu pour le moment tu le considères comme une entreprise. C'est une entreprise. Ok. C'est une entreprise. Ok. Donc du coup, si ton entreprise progresse, est-ce qu'il y a une possibilité de déléguer cette partie-là à quelqu'un? Peut-être que oui, mais pas entièrement. C'est-à-dire que oui, mais ça ne me met pas en retrait pour autant. Je me dis chaque fois que j'ai la possibilité d'être en contact avec les gens, tant mieux. Si j'ai pas cette possibilité-là, c'est pas grave, on va pas se forcer non plus. On fait ce qui est le plus pratique, aussi bien pour les clients que pour moi, ou du moins surtout pour l'entreprise. C'est ce qui est le plus important. Donc, c'est vrai que moi, c'est un côté que j'aime beaucoup. Mais si à un moment il faut déléguer, il faut déléguer, hein, parce que l'entreprise, elle se résume pas à moi. Ouais. Ok. Maintenant, ce que je veux savoir, la question que je pose tout le temps en fait, c'est de savoir en vrai, à quel moment tu t'es dit, mais ça m'intéresse. Mais est-ce qu'avant tu as déjà travaillé quelque part ou tu as fini l'université, parti, on livre bouffe aux gens et tout, on va régaler les Boris comme ça là, tranquillement, sans bouger les orteils et tout? Non, j'ai jamais bossé dans la restauration avant ça. Je suis principalement, du moins je suis blogueuse culinaire, même si aujourd'hui, à cause de justement l'autre service là, j'ai plus beaucoup de temps matériel pour continuer la création de contenu. Mais c'était ça l'activité principale. Et du coup, livrer des repas comme ça, c'était un peu comme une suite logique, donc passer du virtuel au réel par exemple. Donc j'ai toujours vraiment été passionnée par la nourriture et à un moment, je partageais simplement ce que je faisais chez moi pour moi-même. Il faut dire que au tout début, bien avant de commencer par vendre des repas, on vendait qu'un seul produit et c'était du piment noir. Et bien c'est chiant. Ok. Donc, Larousse Foodies, c'est le nom de l'entreprise. Larousse Foodies a totalement commencé comme ça avec c'est chiant. C'était en 2018 ou 2019 si je ne me trompe. Et du coup, la création de contenu, c'était vraiment le moyen de mettre en valeur le piment. Donc, je faisais toutes les déclinaisons de repas possibles qu'on pouvait faire avec le piment noir chez soi. Et ça nous permettait de vendre. Et donc, c'est parti au-delà du piment noir pour vraiment devenir de la création de contenu. Et il y a le blog, le site web qui a été mis en ligne en 2020. Et une chose entraînant une autre. Donc en 2021, on s'est dit, ok,
la plateforme est déjà là, on a une certaine communauté, bah, comment est-ce qu'on se rapproche plus de cette communauté-là tout en monétisant ce qu'on a comme capacité, Compétence. voilà, comme compétence. Donc, c'était le meilleur moyen, quoi. Et les déjeuners, c'est un besoin clairement qui est là. À midi, on est au boulot. Parce que même moi, j'ai travaillé en entreprise et à midi, c'était compliqué de trouver à manger. Mais aussi de trouver de bonnes choses à manger. Au final, on fait avec ce qu'on trouve sous la main. Et du coup, c'est pas forcément une très belle expérience culinaire. Donc, nous, le principal objectif, c'était vraiment ça, de ramener jusqu'au client cette belle expérience culinaire là, malgré le fait qu'il soit pas à la maison, ouais, pour qu'il ne soit pas obligé de s'en contenter, mais qu'il prenne vraiment plaisir à manger quelque chose de bon. Oui. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais en entreprise, donc c'est qu'avant de passer à la Rose Foodies, tu as travaillé dans une entreprise, ou actuellement tu travailles toujours dans une entreprise? Oh non, absolument pas. Et là, c'est... Bon, 200% du temps, je suis dans la house foodies, donc Ok, c'est 200%, compliqué. pas 100%. 200%. Okay. Ouais. Après, il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai assez en griffe de temps, mais aussi de compétences pour pouvoir aider d'autres structures qui veulent se lancer également dans la restauration à mieux parfaire leur offre. Donc, il y a ce service-là également. Donc, c'est pas vraiment travailler en entreprise, mais c'est beaucoup plus des services de consultance. Voilà. Ok. La question la plus importante, c'est est-ce que avant d'aller sur les piments noirs, tu étais en entreprise? Ou tu étais en entreprise et tu faisais ça à côté? Non. Les piments noirs ont commencé pendant que j'étais toujours étudiante. Donc, quand j'ai bossé en entreprise, le piment noir était toujours là. Mais quand je me suis décidée à lancer les repas de midi, bah, j'ai démissionné. C'est comme ça. Oui. Non, il faut qu'on se le dise, parce que démissionner quelque part, bon, c'est pas aussi facile que ça. Mais oui. C'est vrai que tu te dis, non, moi j'ai un certain nombre de sous, d'argent qui vient. Je mange chaque fin du mois et je dis, ok, bloc, je me concentre sur ça. Est-ce que tu étais vraiment sûr que ça allait forcément marcher? Qu'est-ce qui te disait qu'en fait il fallait que tu démissionnes, et qu'est-ce qui t'encourageait vraiment à le faire? En vrai, j'y ai pas beaucoup pensé, mais quand j'ai commencé par travailler, j'avais un objectif. Bon, je veux pas vraiment dire ça comme ça parce que je me dis, si mon ancien employeur il voit ça, ça va être compliqué parce qu'on a quand même de belles relations. Mais il faut dire que j'avais un objectif que j'ai pu atteindre pour commencer. Ensuite... Mais dis-nous les choses, hein. Non. Quand je dis objectif, en gros, il y avait un certain nombre de choses que je devais faire pendant la même période. Je devais déménager, des petits trucs comme ça. Et donc, quand j'ai pu faire ça, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai une relative instabilité, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas que je me concentre à 100% sur la Rose Foodies, quoi. Donc, à ce moment-là, ça commençait déjà par rapporter du chiffre. La Rose Foodies, oui, avec le piment noir, c'était plutôt pas mal. Ok. Donc, est-ce que là on peut dire, on ne quitte pas son boulot pour un travail qui n'est pas certain? Ouais. Bah ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. Moi j'étais dans une situation, je venais juste de finir j'avais même pas vraiment fini à l'université en ce moment-là. C'était vraiment conjoint, je travaillais en même temps et entre-temps j'ai commencé par réfléchir à vraiment mettre le blog en ligne. Donc, en vrai, quand je dis je démissionne, c'est pas je me dis, ok, je laisse tout et je me lance dans ça. En vrai, non. Parce que, à l'époque, je pense que la vision n'est peut-être pas vraiment claire. Mais je savais juste que ce travail-là me bouffait beaucoup d'énergie. Et si je voulais donner un peu plus d'énergie à la House Foodies, il fallait que je laisse ça.
Donc, j'étais vraiment sûre de rien. J'étais vraiment sûre de rien. Mais je savais juste que je sais me faire de l'argent, je sais gagner de l'argent, je sais vendre mes compétences, je sais chercher, trouver un boulot. Et je pense que d'une certaine manière, je savais que je ne serais pas en difficulté financière. En vrai, je pense que quand tu gagnes de l'argent, que tu sais gagner de l'argent, même quand ça va pas, je vais pas dire que tu ne stresses pas, hein, mais tu sais que, et là je parle vraiment pour moi, je sais pas c'est quoi l'expérience des autres personnes, mais tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu sauras te faire des sous. Ok. Mais j'ai grave envie de savoir à quel moment on se dit, je sais faire de l'argent. Est-ce qu'il y a un certain nombre de chiffres, tu te dis, ok, si tu arrives à générer tel nombre, tu te dis, ok, je sais faire de l'argent. Ou c'est juste, tu sais, parce qu'on sait les choses, mais dans la pratique, c'est pas pareil. C'est ça aussi le but du podcast. Ce qu'on nous dit là, est-ce qu'il y a réel, c'est différent. Ce qu'on sait, et puis sur le terrain, ce qui se passe, c'est différent. À quel moment on sait qu'on peut faire de l'argent? Typiquement, moi par exemple, déjà avec le piment noir, je savais que c'était une bonne aubaine. Ensuite, pendant la période où j'ai démissionné là par exemple, et la période où la ressource a été officiellement lancée, c'est une période où il y a eu des moments où sur une semaine par exemple, je proposais un menu en particulier qu'on pouvait commander sur une semaine. Donc ça par exemple, je sais que quand j'ai pas de l'argent et que je galère, je peux penser à un truc comme ça sur quelques jours qui va me faire rentrer des sous. Ouais. Enfin, je sais que c'est une compétence que j'ai. Comment on acquiert ça? Tout de suite, je dirais la passion, parce que moi, j'ai pas fait d'école. Je pense qu'un cuisinier ayant fait son CAP, son CAP, l'école et tout ça, peut-être il te dira les compétences académiques parce qu'il a appris à l'école. Moi, je dirais la passion parce que je l'ai pas apprise de manière académique, mais j'étais très passionnée et du coup, même quand tu es passionné, forcément, il faut que tu te formes, que tu te cultives. Et sinon, tu restes à un point et tu ne bouges pas, tu n'évolues pas, tes compétences n'évoluent pas. Donc moi je dirais oui, à ce moment-là c'était vraiment que de la pure passion. Donc je sais que si je veux me faire de l'argent et que je veux proposer tel produit, je vais passer peut-être 1 semaine, 2 semaines à fouiller, à faire des expériences, à voir qu'est-ce qui marche le plus, quel est le résultat qui sera le plus convaincant. Et une fois que j'ai mon produit fini, je le lance. Okay. Après, il faut dire que j'avais quand même une certaine communauté grâce à la création de contenu. Ok, donc là-bas, c'est la création de contenu. Parce que si on recap un peu, tu créais déjà les contenus quand tu étais étudiante. Oui, dès le début du piment noir. Même avant le piment noir ou dès le début? Je dirais beaucoup plus dès le début du piment noir. Ok, dès le début. Donc la création de contenu, c'est quelque chose toi qui t'a beaucoup. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le point le plus important de toi, la création de contenu? Clairement, oui. Le point le plus important, honnêtement, je ne sais pas, mais pour moi, ça a été déterminant. Quand je dis le point le plus important, je ne sais pas, c'est parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne crée plus forcément beaucoup de contenu, je ne publie plus des recettes, etc. Mais par exemple, il y a la Rousse Foodies qui est là, qui publie tout le temps, et je suppose que c'est également de la création de contenu. Donc oui, pour moi, c'est un élément déterminant parce que la Rose Foodies, pour moi, c'est vraiment une communauté et cette communauté depuis le piment noir, quoi. Donc, toute l'aventure du piment noir jusque maintenant, elle a été possible grâce à cette communauté-là. Ok. Voilà. Ok. Là, on a parlé un peu plus de comment tu as débuté. Ouais. Et il y a une question qui est très intéressante que j'essaie de poser à tout le monde, c'est tu as débuté avec combien? Faut dire qu'au début, j'ai pas vraiment fait de business plan, mais je pense que... Après, quand tu dis débuter, est-ce que c'est les repas de midi ou c'est le piment noir? Déjà le piment noir, parce que c'est ça qui a commencé. Le piment noir, je pense 15 000. 15 000. Je pense, oui, quelque chose comme ça, parce que j'ai fait quoi, peut-être 4, 5, 6 pots.
tu vends, ensuite tu prends ce que tu gagnes, tu en reproduis voilà. Donc c'était vraiment des toutes petites quantités dans les casseroles de maman à la maison, quoi. Ok. Parlant de maman, est-ce que toi, la famille t'a soutenu dès le début? Surtout quand tu as démissionné. Oh oui. Moi, vraiment, j'ai la chance. J'ai toujours eu ma mère, j'ai toujours eu mon père derrière moi. Bon, j'ai eu une relation beaucoup plus fusionnelle avec ma mère, donc ouais, elle a toujours été là. Après, c'est vrai que pendant les études, par exemple, quand on voit que tu te consacres plus à autre chose qu'à tes études, c'est assez compliqué. Mais moi, ce que j'ai remarqué avec ma mère, c'est qu'à partir du moment où elle commence par avoir des résultats, bah, elle sait que, ok, c'est ce que tu vibres et donc elle te pousse. Et donc, elle te pousse au max. Après, c'est vrai que, bon, notre mère et fille, il y a toujours eu des crépages de chignon, surtout quand on vivait ensemble. Il faut préciser ça, la relation avec les parents, elle est magnifique quand vous ne vivez pas ensemble. Elle est magnifique quand vous ne vivez pas ensemble, mais nous, à partir de 2 semaines, 3 semaines dans le même lieu, ça commence à devenir compliqué. Donc oui, moi, ma mère, franchement, elle a toujours été là. Et même aujourd'hui, des fois, elle me fait une bonne partie de mon chiffre d'affaires parce que quand au boulot, ils ont besoin de commander des choses, des petits trucs comme ça, je l'appelle ma manager parce que c'est vraiment ma manager, quoi. Et même quand on est dans des événements familiaux, il y a des parents qui ne sont pas forcément proches, tu vois, elle est là. Ah, tu vois, c'est ta fille, tu vois comment est-ce qu'elle a grandi. Maintenant, elle a sa propre société, ils font ça. Donc, quand vous voulez manger au boulot, on va vous remettre la carte. Moi, je ne parle même pas. Je suis là, je suis comme ça. Tu vois, comme quand on est tout petit et que ce soit les parents qui gèrent, c'est exactement la même chose. Mais est-ce que tu penses que si ce n'était pas exactement, genre, il n'y avait pas ce soutien-là, ça aurait changé quelque chose? Peut-être que oui, parce que je ne sais pas, je ne peux pas imaginer ce que ça aurait été sans, parce que j'ai clairement pas été dans la situation, mais je pense que oui, parce que même psychologiquement, ça aurait été plus compliqué. Là, aujourd'hui, par exemple, je sais que je touche du bois. Si aujourd'hui, j'arrive pas à payer mon loyer, et que on est obligé de fermer, je touche du bois, annulé. Je sais que je peux rentrer chez maman à la maison. Je sais que je peux rentrer chez maman à la maison. Maman a construit. Donc, je sais que je peux rentrer. Je vais vivre avec mes frères. C'est pas grave. On va réfléchir à autre chose. Mais je sais qu'elle est là. Donc, et ça, c'est vraiment une sécurité. Mais c'est pas possible. Je sais pas si on peut imaginer comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Quand tu sais que tu as ce backup-là, non, c'est incroyable. Parce que je me dis, tu pourras être déçu, tout ce qui va avec, mais tu sais que tu peux rentrer à la maison. Là, par exemple, j'aimerais faire juste un petit parenthèse sur ça. C'est que les filles ou les femmes ont plus cette mentalité-là de je peux toujours rentrer à la maison. Mais nous, les garçons, on a l'ego des maisons de dire, même si ça ne marche pas, là, je préfère dormir dehors. Ah, en vrai, est-ce que c'est genre, c'est-à-dire, est-ce que c'est une question de fille ou de garçon? Parce que moi, par exemple, j'ai 2 frères et on a vraiment pratiquement les mêmes relations avec Après, c'est vrai qu'ils sont encore jeunes, mais je pense que vraiment ce sera la même chose dans le sens où même eux, quand ils partent se balader, ils sauront que bon, il y a la maison quand même qui est là, quoi. Ouais. Et qu'ils pourront toujours rentrer à la maison. En tout cas, je pense que c'est l'effort vraiment qu'elle fait. Parce que si elle fait tout cet effort-là et que nous ne comprenons pas qu'on peut toujours revenir à elle, bah c'est que c'est compliqué. Donc, c'est quand même l'effort qu'elle fait. Je ne peux donner que cet exemple-là parce que pour les autres, je ne sais pas forcément. Mais je sais que dans mon cas, c'est ce qui est d'actualité et donc à n'importe quel moment, bah, on peut y retourner, quoi. Ok. Là, on rentre vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, toi, c'est quoi les vrais défis que tu as eu, franchement, à gérer depuis 3 ans? Les vrais défis, toi. Les lourds défis comme ça.
Comme je disais tout à l'heure, là, tu réalises que se lancer dans la restauration, c'est pas une histoire de je sais cuisiner ou j'aime cuisiner. Vraiment, mais c'est à des années-lumière. Tu réalises que si cuisiner pour... je sais pas, s'il faut pour cuisiner pour 4 personnes par exemple, si tu mets 10 minutes à cuisiner pour 4 personnes, ça ne veut pas dire que pour cuisiner pour 40 personnes, il faudra que tu mettes 10 fois 4. En termes de temps, c'est vraiment des calculs pas possibles. Et ça, si tu n'es pas habitué aux grosses quantités, ce n'est que sur la durée que tu apprends et que tu t'adaptes, quoi. Et même là, ça dépend aussi des recettes. Pour nous, par exemple, qui créons tout le temps, tu peux Oui, je vois penser les plats bizarres aussi. Je me dis, ça, il faut que je goûte. Ouais, en vrai, tu penses à la recette et pour tester, tu testes pas en faisant une quantité de 50 personnes, par exemple, tu vois. Pour tester, tu fais peut-être 2-3 portions et tu as ta version finie. Mais ce n'est que le jour où tu mets vraiment en vente que tu réalises ce que ça te prend comme temps de faire pour une certaine quantité de personnes. Après, avec l'expérience, tu as quand même des estimations et tu t'organises en fonction. Mais il y a forcément des petits détails que tu prévois pas forcément et qu'il faut vraiment gérer de manière très smart. Parce que le défi aussi, c'est vraiment finir très tôt, livrer les gens à temps. Parce que les gens, pour certains, ils ont une pause d'1 heure de temps, d'autres 2 heures de temps entre midi et 14 heures. Et le but, c'est de pouvoir livrer tout le monde au moins avant 13 heures. Au moins avant. Et là, quand je dis 13 heures, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans les périphéries, tu vois. Donc, le but, c'est de finir très tôt pour pouvoir livrer les gens dans les délais qu'il faut. Et pour vraiment respecter ce délai-là, il y a le temps de préparation qui compte, mais aussi l'habilité, bref, des livreurs. Et ça, c'est un autre casse-tête. C'est vraiment un autre casse-tête. C'est-à-dire qu'il y a des livreurs que tu as envie d'attraper leur cou comme ça et de leur faire ça. Franchement, surtout quand toi tu te débrouilles pour finir à l'heure. Tu veux pas que le client il mange froid. Moi, j'ai horreur de ça. Je veux pas que les gens ils reçoivent leur repas et que ce soit déjà froid. Donc, toi, tu fais tout pour pouvoir respecter les temps, emballer comme il faut et tout ça. Et tu as un livreur. Après, aujourd'hui, moi, j'ai de la chance, je pense, avoir une équipe de livreurs quand même. Pour la plupart du temps, ça se passe bien. Même si, honnêtement, il y a des fois quelques couacs, mais 80%, 90% du temps, ça se passe bien. Mais là, c'est vraiment maintenant, au début, quand il y avait de grosses quantités, les livreurs, ils n'étaient pas forcément permanents, donc il fallait faire recours aux agences et tout ça. Et là, en fait, j'y repense comme ça, j'ai mal parce que non, je pense que c'est la plus grosse galère des personnes qui vendent en ligne. Les livreurs, waouh, c'est toute une paire de manches, donc. Ok. Ouais, donc je pense que les principales difficultés, c'est ça, s'adapter aux quantités, respecter les temps, pouvoir gérer les imprévus, surtout ça, parce que si tu perds une journée de travail, c'est vraiment des fonds énormes. C'est vraiment beaucoup d'argent que tu perds. Et si tu as un produit qui ne sort pas comme tu veux que ça sorte, il faut vraiment que tu te débrouilles pour trouver une solution vite fait, quoi. Normalement, on ne doit plus revenir en arrière, mais on va le faire rapidement. Parce que tout à l'heure, tu as dit, tu testes les menus. Pour ne pas dire, tu testes tes plats. Tu as l'idée, tu testes et tout. Et tu n'en as pas parlé quand tu parles de la ressource. Tu n'as pas précisé que vous créez des menus en fait. C'est pas que vous préparez à Imol ou que vous livrez aux gens comme voilà quoi, Imol du quartier qu'on livre tranquillement. Précise un peu. Parce que je me dis peut-être c'est ça la particularité.
que vous apportez peut-être, pourquoi pas. Dis-nous. Ouais, la Rose Foodies est très authentique sur ses propositions. Mais je vais pas dire qu'on crée tout non plus parce que on part forcément de quelque part. Donc, nous, notre touche, notre empreinte, c'est vrai, il y a les recettes vraiment qui sont des compositions très personnelles, mais il y a ces recettes-là qui sont des classiques, des indétrônables, des recettes du terroir qu'on propose au menu, mais auxquelles on ajoute simplement une touche particulière. Donc, comme tu as parlé de Aïmolou, par exemple, on propose Aïmolou, on propose Adoé, on propose des fois même du Pinon, du Sifior. De la même manière que ça, ce sont des trucs qui sont très locaux, mais on propose aussi des choses qui viennent d'ailleurs. Si je pars sur des burgers, des wraps par exemple, des lasagnes, c'est vraiment un mix de culture, mais qu'on réadapte toujours à notre sauce froide. Revenons par exemple sur le Aïmolou. Hein, il y a beaucoup d'adeptes d'Aïmolou ici. Vous, j'ai toujours l'impression que vous rajoutez quelque chose de différent. Ou je mens. On va sur le Aïmolou, hein. Oui, sur Aïmolou même, par exemple, faut dire qu'on met des épices dans le riz qui donnent une odeur assez particulière. Et même pour ce qui va être la sauce friture et le piment noir de la maison, c'est quand même des compositions personnelles pour que ce soit différent de ce qu'on va retrouver un peu partout en ville. Ok. Ouais. Ok. Très intéressant. Maintenant, on revient sur la réalité du terrain. Parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, tu sais, hein, que tout le monde se lance dans le food. Soit on ouvre un restaurant, soit on utilise un peu la cuisine des mamans, on publie 2-3 photos sur statut, ou on a un ami graphiste. On n'a même pas encore le plat, mais il trouve un peu sur YouTube et sur Google. On nous frappe quelque chose, on met livraison à partir de 10 heures. Est-ce que pour toi, cette manière de faire là, que tout le monde a aujourd'hui de rentrer dans le foot, moi je l'ai dit tout à l'heure en off, je crois, que la bouffe, la nourriture, ça réussit toujours. Tu m'avais dit non, mais explique-nous bien le... Oui, comme je disais tout à l'heure, tu te rends compte qu'il ne suffit pas de savoir cuisiner ou d'aimer cuisiner pour se lancer dans ça. Et je pense que c'est l'erreur que pas mal de personnes font. Parce que tu cuisines bien à la maison, tout le monde te dit oh tu cuisines bien, il faudrait que tu ouvres un restaurant. Surtout ça, et n'écoutez pas les gens qui disent tu ouvres le restaurant quand. Surtout ça, parce que wow, en vrai ça part toujours d'une bonne intention, Ouais. mais ils se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière, et la désillusion elle est waouh, phénoménale. Donc comme je dis, il suffit pas d'aimer cuisiner, de savoir cuisiner. C'est un ensemble de compétences, et surtout quand tu n'as pas de fonds, je te disais tout à l'heure, à moins que tu n'aies un très grand capital et que tu investisses dans l'immobilier, tu paies tes cuisiniers, tu as le service client qui est là, ceux qui s'occupent de la com, du marketing, etc. Ok, mais si, parce qu'on te dit à la maison que tu cuisines bien, tu te dis ok je vais cuisiner et puis publier les photos et les gens ils vont commander, ça ne suffit pas, il faut faire beaucoup de tests. En fait les gens ils n'aiment pas perdre, et c'est dommage parce que ce que tu perds quand tu fais des tests qui ne réussissent pas, elle est moindre que ce que tu perds quand tu lances directement, tu te lances sans savoir ce dans quoi tu te lances, et que ce sont les autres qui réalisent que non, c'est pas ça. Tu vois, ce que tu perds dans une situation est vraiment infime par rapport à ce que tu perds dans l'autre. Donc, vaut mieux à ton niveau, tu fais des tests, peut-être tu fais même livrer à des amis gratuitement, hein. Et moi, il y a vraiment des amis comme ça où quand je fais des tests, c'est à eux que je livre. Il y a
La plupart, ce sont des grandes sœurs à moi qui, au début, elles subissaient tout. Donc, je t'appelle, est-ce que tu es au boulot? Ok, on va t'emmener ceci tout à l'heure. Et c'était elle qui me disait, ça c'est bon, c'est super bon. Ça, il faudrait que tu rajoutes ceci, il faudrait que tu fasses ça, tu vois. Et il y a tout ce processus-là qui a précédé et qui fait que, tu sais, quand tu achètes et que c'est pas bon, demain tu n'achètes plus. Tu vois, alors que quand aujourd'hui je fais 2-3 repas, je fais livrer gratuitement et qu'on me dise que je dois corriger et que je corrige maintenant et que je renvoie, là je suis sûre de gagner de l'argent dessus. Donc je perds peut-être 3-4 repas pour gagner des dizaines de commandes plus tard, tu vois. Donc, il y a tout ça qu'il faut faire en amont. Et maintenant, vraiment, comment est-ce que tu gères tes clients? Comment est-ce que tu fais ta communication? Comment est-ce que tu gères tes clients? Ce qui concerne la communication, moi je vais dire j'ai eu de la chance, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là pour communiquer, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, je pense pas avoir ces compétences-là parce que je suis pas communicante de base. Moi j'ai eu la chance d'avoir la communauté La Rousse Foodies qui était là bien avant nos livraisons de repas, et donc c'était très facile de communiquer avec eux, et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se rajoutait, ça venait très facilement. En vrai, j'ai le contact facile avec les gens, donc je vais pas dire que j'ai de recommandations standards par rapport à ça, mais en ce qui va concerner comment est-ce qu'on gère le service client ou le service après-vente, là c'est vraiment la patience. C'est vraiment la patience. Si tu t'énerves très vite, tu vas pas faire long feu. Si tu es trop gentil aussi, tu vas pas faire long feu. Il faut avoir le niveau de fermeté minimum pour ne pas être désagréable envers le client. Mais pour quand même, comment dire ça, en fonction des situations, hein, quand un client il est énervé, il peut mal parler, il peut insulter, il peut être très mal poli, mais c'est pas à toi de répondre, et surtout tu ne prends pas ça personnellement, parce que voilà, c'est pas toi quoi. À partir du moment où tu prends ça personnellement, ça devient très désagréable pour le client également, et c'est totalement ton service après vente qui en prend un coup. Donc toujours être très agréable avec les clients et très compréhensif. Donc quand il y a un problème, tu essaies de comprendre ce qu'il y a. Bon, je parle pour moi. Si quelqu'un veut prendre, tu vois, donc je parle pour moi. Quand il y a un problème, vraiment, essayez de savoir ce qui s'est passé. Tout à l'heure, on parlait des couacs avec les livreurs. Donc, pour toi, le livreur, il était même déjà arrivé, il a déjà livré, le client est déjà parti. Le client t'appelle une trentaine de minutes plus tard que non, j'ai pas encore reçu mon repas, tu vois. Là, ce sont des situations compliquées. Maintenant, comment est-ce que tu aides le client à patienter? Et si malgré ça, vraiment l'expérience a été désagréable pour le client, comment est-ce que tu gères pour quand même le garder et pour qu'il puisse revenir une prochaine fois? Comment quelqu'un qui n'a pas encore fini sa licence, qui veut juste faire un petit business, on dit que je sais bien préparer, arrive à intégrer tout ce... En fait, là, on ne parle même plus de préparer, en fait. Ben oui, justement. C'est pas un bon moment qu'on ne parle plus de la nourriture. Ben oui. À quel moment, toi, tu as... Dis-nous, soit tu as eu des moments où tu as fait des erreurs comme ça, et tu en as peut-être appris, ou tu as suivi des formations dans ce sens et tout. Il faut dire que moi, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'entrepreneurs. Okay. Donc, j'avais des conseils qui venaient de chaque côté. Donc, j'ai vraiment eu de la chance à ce niveau-là. Qui c'est qu'il y avait ce podcast aussi, ça allait t'aider aussi, en fait? Oui, justement. Pourquoi pas? Donc, oui, j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs depuis très jeune. Ensuite, c'est beaucoup de choses que tu apprends sur le tas. Après, il faut dire que moi, après, j'ai fait des formations, mais au début, j'avais vraiment aucune compétence, j'avais vraiment aucune formation. Donc, c'est vraiment des choses que tu apprends sur le tas. Et aussi, il y a des choses qui, je vais dire, viennent du bon sens. Après, c'est vrai que le bon sens est la chose la moins bien partagée. Donc, ça varie d'une personne à une autre. Mais quand je parle de bon sens, par exemple, je me vois très mal
mal parler à un client qui s'énerve parce que peut-être il n'a pas été vite livré, etc., Ouais. etc. Tu vois, peut-être c'est une question d'éducation aussi, hein, je sais pas. Mais je me vois vraiment mal être désagréable parce que je me dis, quelle que soit la situation, je dois rester le plus neutre possible. En fonction de la situation, tu peux être assez avenant, ou si tu vois que la personne, elle fait des histoires pour pas grand-chose, tu essaies juste de rester le plus neutre possible, le plus diplomate. Voilà, c'est ça le mot. Mais c'est vraiment des choses qui viennent avec le temps. Et quand tu es passionné, ça peut vraiment te toucher très personnellement parce qu'il suffit qu'une personne te dise que il suffit d'un retour négatif peut-être sur ton ton plat. produit pour te faire te remettre en question. Tu commences par réfléchir. Oh, est-ce que je suis vraiment compétente pour ça? Est-ce que je suis aussi talentueuse que je le pense? Tu vois, il y a vraiment des gros moments comme ça. Il y a C'est vraiment le des gros syndrome de moments. l'imposteur. Oui, voilà. Il y a vraiment de gros moments comme ça, mais avec le temps, tu apprends à ne pas prendre les choses personnellement, à toujours prendre du recul, à analyser de manière très détachée. Et tu dissocies, en fait. C'est qu'au début, tu fais l'erreur de te confondre à l'entreprise. Donc, une remarque à la Rousseau-dit, c'est une remarque à toi personnellement. Ouais. Aujourd'hui, il y a ce recul-là qui fait que tu sais que la Rousseau-dit, c'est là. Et il y a moi qui suis Elisa, tout simplement. Maintenant, Elisa utilise beaucoup de son cerveau pour faire tourner la Rousseau-dit. Donc, s'il a ressent un problème, Elisa va réfléchir de son côté et voir comment est-ce qu'on arrange ça. Ok. Mais une remarque à la Rousseau-dit, ce n'est pas une remarque à Elisa, quoi. On est deux entités différentes. Donc, mais ça vient avec le temps, en fait. Ça vient vraiment avec le temps. Donc, ça dépend aussi de ce qui te motive dès le début. Si ce qui te motive le début n'est pas assez fort, tu ne pourras pas faire ce cheminement-là qu'il faut pour pouvoir découvrir à chaque étape, tu vois, ces petits skills dont on vient de parler là. Tu n'auras pas vraiment le temps de faire ce parcours-là. Si tu es trop pressé, si tu veux gagner beaucoup d'argent tout de suite, si, je sais pas, on Je t'a... peux faire les tests. Voilà. Mais vous pouvez me prendre toujours comme testeur. Hein. Je mange bien. Après, est-ce que les critiques vont suivre? On verra. Il faut envoyer ton CV. Il faut envoyer ton CV. Je vais envoyer mon CV de gros mangeur du coup. Non, mais justement, c'est qu'en début d'année, on a fait un formulaire pour que les gens s'inscrivent, ceux qui veulent régulièrement tester les nouveaux. Sérieux? Donc aujourd'hui, Donc, en vrai, je pense que c'était avant parce que entre décembre et janvier, on fait toujours une pause. Et nous, à chaque fois, en fait, qu'on fait une pause, quand on revient, on essaie d'apporter de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment aussi pendant cette pause-là qu'on profite pour tester, etc. Et du coup, pour une fois, on a voulu mettre vraiment à profit la communauté. Et donc, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pensé. Oui! J'ai une centaine de personnes. Donc aujourd'hui, on a une base de données qui fait que si on veut tester de nouvelles choses, on peut prendre une journée où on fait, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de portions et les livreurs, il suffit qu'ils appellent et pour avoir les adresses et on fait livrer. Ah ouais. En fait, il y a toute cette partie-là dont tu n'as pas parlé très tôt, hein, en vrai. Non, mais ça, c'est très récent. Et puis après, il y a plein de petites choses. Hein. C'est vraiment... Je pense que c'est très large. Et chaque fois que tu fais une formation dessus. Une formation sur quoi? Sur la food, en ligne, en vente, tout ça. Quand est-ce que tu viens de faire la formation? Mais moi, je n'ai pas dit à quand le restaurant. Non, parce que même moi, je suis toujours en train d'apprendre. Donc, je pense que quand peut-être je me jugerais légitime pour donner ce genre de formation-là. Nous, comme on va poster tout à l'heure, le jour où on va poster, hein, il y a des gens qui vont se dire, écoute, je me suis déjà lancé, ça ne donne pas, ou je suis déjà lancé, je ne sais pas vraiment comment, j'automatise ou je régule certaines choses, un certain nombre de choses. Mais tu avais dit quand même que tu fais du consulting. Oui. Mais pas de la formation. Donc on peut juste te contacter pour du consulting. Oui, bien sûr. Ok.
Donc, quand tu veux Bien lancer sûr. mon business de food, là, je t'appelle, tu m'aides à mettre en place les choses. Oui, mais en vrai, mes services, ils sont très techniques. Donc, je vais beaucoup plus être avec l'équipe en cuisine Ok, qu'avec tout ce qui va être gestion clientèle. ok. Après, je peux donner mon avis dessus, je peux faire des suggestions, etc. Mm. Mais vraiment, mon apport, il est très technique. C'est vraiment ce sens du détail-là que le client, il remarque quand il ouvre son assiette. Ouais. Parce que tu sais que quand tu commandes à manger des fois, en vrai, tu sens que la personne a juste fait tank, a fermé, t'a envoyé ça, tu vois. Et moi, ce que je veux que les gens ils ressentent, c'est que tu as pris ton temps, tu as disposé ceci à tel endroit, ceci à tel endroit, ceci à tel endroit, avant de refermer, avant de t'envoyer. Et surtout, et que ce soit à chaque fois, que ce soit pas juste une fois en passant, que ce soit à chaque fois, et que ce soit à chaque repas. Tu vois, il y a vraiment cette satisfaction-là, à savoir que on a vraiment pris le temps, pris le soin de bien disposer ce que je vais manger et ça te... Je pense que d'une certaine façon, ça motive à rester. C'est une raison suffisante pour savoir que c'est soigné, c'est fait avec soin et du coup j'ai confiance et parce que j'ai confiance, bah, je continue par commander ici, quoi. Ok, ok. Là, on revient sur la communauté. Je pense qu'on va chuter là. Sur la communauté, tu as parlé tout au long de la session. En fait, quelle est la place de cette communauté? Parce que je peux dire aussi que je fais partie de la communauté, ça veut dire comme ça. Vu que moi, je suis sur Twitter, je suis là-bas. De temps en temps, je reviens voir, mais qu'est-ce qu'ils ont préparé cette semaine? Et en tout temps, j'étais vraiment actif sur Twitter. Il y a des gens qui m'ont envoyé ça en inbox. Boris, tu me commandes ça quand, tu vois? C'est quand même énorme derrière. Dis-nous, on sait tous que tu as commencé avec la création de contenu et tout. Mais quelqu'un qui veut se lancer maintenant, qu'est-ce que tu le conseilles? Est-ce que publier sur statut WhatsApp, c'est déjà suffisant pour avoir une communauté aussi imposante, tu vas dire? Ou les lives TikTok où on dit c'est à 1000 francs commandé, ou le plat tourne au beau milieu de la vidéo là. Est-ce que c'est déjà suffisant pour tu trouves? Honnêtement, TikTok, je ne sais pas, parce que c'est un réseau où je suis pas très active. Ah, Et donc, ouais, je suis pas très active sur TikTok. Je pense tout le monde dit que c'est là-bas que ça va maintenant. Comment tu n'es pas là? Je pense qu'on va travailler à faire ça, mais jusque maintenant, TikTok ne fait pas partie de nos réseaux de prédilection où on fait le plus de conversions en vente. Donc, les réseaux principaux, au début, je pense que c'était juste Facebook, Instagram, et après Twitter. Et Twitter a été un très bon tremplin, je pense, pendant 1 année, 2 années là. Twitter a fait plein. Et aujourd'hui, il y a pas mal de membres de la communauté qui viennent de Twitter. Et juste publier sur statut WhatsApp, est-ce que c'est suffisant? Mais toi, ces derniers temps, tu publies pas trop sur ton statut WhatsApp? Moi, je publie toujours sur mon statut WhatsApp. Ou c'est moi qui ne vais pas trop? Mais c'est très régulé. C'est-à-dire que les publications de la Rose Foodies, sur le numéro de la Rose Foodies, ça va être le soir à 20h30 et 21h, le matin à 8h30 et éventuellement à 9h30, 10h. Ok. Donc, ça dépend des journées. Mais vraiment, c'est ça. Souvent, il y a 2 publications par jour, au plus 3 ou 4. Mais 3e, 4e, là, ça va être des petits contacts avec les gens. Mais vraiment, les publications qui sont très calculées, là, c'est le soir et le matin. Donc, le soir pour annoncer ce qui vient demain et le matin pour rappeler ce qui est à midi. Donc, c'est principalement ça. Maintenant, est-ce que ça suffit? Je vais dire c'est relatif. Ça suffit si tu as beaucoup de tes contacts, que tu sais qu'ils sont qu'on peut les convertir en clients, qui sont des potentiels clients, qui sont dans ta liste de contacts et qui peuvent voir ce statut-là. Parce que tu peux faire un statut que 300-400 personnes vont voir,
mais que tu auras très peu de ventes parce que la qualité de ces personnes, c'est pas la qualité de ces personnes, je pense que ça fait... C'est plutôt... Est-ce que ta cible fait partie de ces personnes-là? Voilà. Donc, tu peux avoir ce nombre de vues là sur ton statut WhatsApp, mais que tu ne convertis pas en vente parce que les personnes à qui tu veux vendre ne sont pas les personnes qui regardent tes statuts. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour toucher ces personnes à qui tu veux vendre? Ces personnes à qui sont destinées en premier lieu ton produit. Tu pars les chercher. Et si arrivé à un certain moment, tu arrives à tous les ramener sur WhatsApp, là, le statut WhatsApp serait suffisant. Tu vois? Donc, je pense qu'au début, clairement, le statut WhatsApp n'est pas suffisant parce que c'est vrai qu'il y a certains de tes amis, quelques membres de ta famille qui peuvent commander, mais c'est pas eux qui font ton business. Clairement, c'est pas eux qui font ton business. Donc voilà, il faut user d'autres moyens pour ramener maintenant les gens sur WhatsApp et là, à partir de là, juste les statuts pourraient être suffisants. Ok, très intéressant. Je pense que... Vous le direz la question? Par rapport aux donuts. Ah oui! Ah, j'ai failli oublier. Par rapport aux donuts. Dis-nous tout. Le business du donut. C'est comment? C'est comment? Les gens font de l'argent dans ça ou c'est juste du papotage? Franchement. Oh. Bon. Il faut dire que moi, j'ai pas de chiffre exact parce que déjà, je ne suis pas pâtissière. Et de deux, je ne connais pas forcément le business, c'est même pas le business model, mais comment est-ce que ces différents business-là sont organisés? Dans le sens où je pense que les donuts, comme je l'ai dit, moi, on en a fait 2 fois et c'était vraiment que sur Twitter. Une fois, et les gens ils réclamaient une seconde fois, donc on s'est débrouillé pour trouver une seconde date. Mais en termes de bénéfices, si tu gères bien tes préparations, tu fais bien tes calculs, ça peut être très profitable. Ça peut vraiment être très profitable. Mais les personnes qui vont se lancer parce que il y a tel qui vendent ça et qui ont l'air de bien réussir, qui ont l'air de faire pas mal de chiffres et qui vont se lancer juste pour ça, ça va être compliqué pour eux. Ça va être très compliqué pour eux parce que le domaine de la nourriture est très délicat. Le domaine de la nourriture est très délicat et chacun a sa touche particulière. Et moi, je dis souvent qu'il y a aussi les vibrations qui interviennent parce que 2 cuisiniers peuvent faire exactement la même recette de A à Z, mais le produit fini ne sera pas la même chose. Le produit fini ne sera pas la même chose, alors que tout a été respecté à la lettre, tu vois. Donc, je pense vraiment qu'il y a les vibrations de chacun qui interviennent également. Donc, si tu n'as pas d'authenticité et que tu fais juste parce que les autres ils font, honnêtement, je vais pas dire que ça va pas marcher, hein, I don't know, mais pour moi, c'est pas la manière idéale de procéder. C'est pas la manière idéale de procéder. Je pense qu'il faut faire preuve d'authenticité. Si tu as vent d'un business qui marche bien, dans lequel tu veux te lancer, assure-toi d'avoir les compétences qu'il faut. Si moi, par exemple, je fais pas de gâteau, je peux en faire juste chez nous à la maison, mais c'est quelque chose que je vends pas. Mais si aujourd'hui j'ai envie de me dire, ok, là je veux vraiment commencer par proposer des gâteaux, bah je vais pas me lancer comme ça, faire un essai, prendre des photos et commencer par parler. Non, je vais prendre des semaines pour faire des tests, voir ce que je propose qui diffère de ce qu'il y a déjà sur le marché, en quoi est-ce que je me démarque des autres, etc., etc. Je vais faire tout ce process-là avant de dire maintenant, ok, je me lance. Parce que quand je vais me lancer là, je sais, comment on dit, tu mets ton pied sur caillou, quoi, tu vois. Tu vois, je sais ce que j'ai comme background et je sais ce que je propose et je maîtrise les contours et les pourtours parce que
au moindre imprévu, tu perds ta production de la journée. En fait, c'est deux options. Soit tu perds ta production de la journée, soit tu livres un produit en griffe défectueux, ce qui n'est pas bon Ouais. au client. Donc nous, dans notre cas, par exemple, clairement, on préférera perdre la production que de livrer, que d'avoir des clients insatisfaits. Mais si tu as maîtrisé vraiment ton produit, quand il y a un quoi, tu sais comment tu dois gérer pour pouvoir arranger ça. Tu sais vraiment comment tu dois gérer Et pour arranger ça. Ça va être plutôt pénible pour vous qui innovez, qui cherchez à innover tout le temps. Bah, clairement, c'est pénible. C'est pour ça que tout le monde ne s'aventure pas là-bas. Clairement, c'est pénible. Je vais pas dire pénible, parce que pénible, c'est un peu comme si c'était un fardeau. Non, pas forcément. C'est complexe. Voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Et justement, c'est pour ça que je pense que les personnes qui arrivent à se faire une place, arrivent à se faire un nom, sont des personnes qui ont une certaine authenticité. Et je pense que l'authenticité, c'est quelque chose de relativement complexe, surtout dans un domaine aussi répandu, enfin aussi large que le domaine culinaire, quoi. Ouais. Là, je pense que il y a encore beaucoup de choses que je veux comprendre, que je veux apprendre, que je veux que les gens apprennent, mais on n'a plus vraiment trop de temps. Mais il y a un sujet qui m'interpelle en fait, c'est ta communauté. Tu le dis, tu as lancé une première vague, une première production de donuts et ils ont redemandé une deuxième. Là, tu ne vends pas à qui veut, tu vends à une communauté. Oui, clairement. Mais parce qu'aujourd'hui, quand les gens veulent se lancer, est-ce qu'ils ont l'idée là de dire je ne vends pas à les gens, je m'attends sur TikTok, les gens ils disent tata, je veux, tata, je veux, tata, je veux. Mais là, je construis une communauté, genre. Je sais pas si on se comprend. Ouais. Les gens qui postent, je le dis comme ça, hein, les gens qui postent des donuts sur TikTok, moi, je swipe. Parce que ça, les gens de TikTok vont nous attaquer. T'inquiète, ils n'ont qu'à m'attaquer. Moi, je prends. Moi, je swipe parce que je sais que en swipant, je tombe même sur un autre directement. Tu vois. Et dans ça, toi, tu en fais. Et on te redemande de faire. Donc, ça veut dire que non seulement tout le monde, tu sais, on peut toujours l'acheter chez les autres aussi, tu vois. D'accord. Mais en quel moment les gens se disent, bah, pour elle, je goûte, ou du moins, j'ai raté de manger la première fois. Ouais, surtout ça. En fait, surtout ça. Donc, je redemande à ce que ça soit une seconde fois, en fait. Ouais. En vrai, ce que moi j'aime bien, c'est que je pense qu'on attire à soi ce qu'on est un peu. Hein, parce que moi, la communauté La Rose Foodies, je les vois jamais comme que de simples clients. Je pense que c'est vraiment plus, et c'est même ce qui fait la force de cette communauté-là, parce que aujourd'hui, il y a des gens, ils peuvent, comment dire ça, ils savent que quand La Rose propose un truc, au-delà du simple fait de manger et d'être rassasié, c'est aussi une expérience. Parce qu'on crée tout le temps. Donc, même une fois en passant comme ça, je peux me dire, ok, aujourd'hui, nous allons vous proposer, je sais pas, un menu tel qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais commandé, parce que ça fait partie de l'expérience. La Rose Foodies, au-delà de vendre que de la nourriture, essaie en tout cas au maximum de faire vivre une certaine expérience aux clients. Et c'est ce qui fait que je pense que la plupart sont là et que ils n'hésitent pas à nous dire les vérités. S'il y a un repas qu'on propose tous les jours et qu'il y a un jour où la qualité n'est pas à 100%, ils n'hésitent pas à vous dire La Rose aujourd'hui là, c'était pas la même chose que ce à quoi tu nous as habitués. Hein. Et je fais ah bon, ah ok, effectivement il y avait tel. La prochaine fois ce ne sera plus pareil. Mais ce ne sera pas du genre j'ai acheté, j'ai pas aimé donc je n'achète plus.
Et aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont eu une première expérience pas très bonne avec nous, mais qui aujourd'hui font partie des clients les plus fidèles. Ouais. Et ça, je trouve ça très beau. Je trouve ça très, très, très beau parce que là, même, il y a certains noms qui me viennent en tête. Je vais pas en parler. Mais il y en a qui ont eu des premières expériences assez catastrophiques, mais qui aujourd'hui sont toujours là parce que je pense qu'à un moment, ils ont compris. Après, c'est vrai que le service après-vente a un peu géré derrière, mais ils ont vraiment compris l'esprit du truc et du coup, ça fait qu'ils sont là. Et quand on va proposer un truc qui ne sera même pas dans nos horaires habituels, c'est-à-dire, c'est pas un déjeuner de midi par exemple, un beau matin, on se lève, on est content, on dit le soir à 18h, il y aura du Botocoin de disponible. On sait qu'on aura ce chiffre minimum là de personnes qui vont en avoir. Donc, comme ça, si on dit le samedi prochain, avec rotation, là, vous faites du présentiel, bah, forcément, ce chiffre, il serait là. Du présentiel, non. Je serais pas à 100% convaincante déçue parce qu'on n'a jamais fait d'événements en présentiel. Par contre, nous, on a été sur des événements où on a proposé pas mal de choses, mais les gens, ils venaient pas en premier pour la Roots Foodies. Okay. Ils sont venus et la Roots Foodies était sur place. Donc, c'est vraiment pas le même contexte. Donc, je pense que ce sera une expérience à faire dans un futur relativement proche, de voir comment est-ce que la communauté réagirait si on les appelait, si on voulait vraiment les voir. Mais en vrai, je pense que ce serait positif également. Mais on va finir d'abord notre travail c'est nous, on va voir les gens. Donc, c'est nous, on va vers les gens à travers nos repas. Et une fois qu'on sera sûr qu'on les a à 100% dans la poche. Mais les gens qui recommandent des notes, les gens dans la poche, en vrai. Ouais. Mais... C'est très intéressant. Mais le temps file à grande vitesse. Je pense qu'on n'a même pas vu le temps passer, il est 17h. Donc, je pense que on va chuter là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as prononcé pas mal de mots que les gens n'ont pas peut-être vraiment compris. Service après-vente. C'est un mot que tu as prononcé plusieurs fois. Je ne sais pas s'ils ont vraiment compris le sens de service après-vente. Ce n'est pas agresser les gens pour leur dire peut-être donne-moi, est-ce que c'est bon? Si la personne dit ce n'est pas bon, c'est que c'est devenu ton ennemi comme ça. Non. Pas clairement. Oui, quand il commande prochainement, quand il t'écrit même pour commander, tu ne réponds plus. Maintenant, quand quelqu'un dit c'est bon, là tu mets ce statut. Le service après-vente, l'activité ne se limite pas à la seule vente que tu fais, c'est-à-dire, non, je pense même que la vente, au-delà du fait du client qui commande, qui reçoit sa commande et qui paie, il faut quand même un suivi derrière parce que l'activité ne s'arrête pas là. L'activité, on veut qu'elle perdure dans le temps. C'est pas une activité ponctuelle où peut-être on a le seul objectif, c'est d'écouler peut-être 1 million d'exemplaires. Et une fois que le million d'exemplaires est écoulé, c'est fini, il n'y a plus d'activité. C'est pas du tout ça. C'est une activité vraiment dans le temps et on veut garder les personnes avec nous. On veut fidéliser les gens. Donc, moi, ça ne sert à rien pour moi de te vendre de la nourriture que tu n'as pas pris plaisir à manger et que tu n'as pas aimé. Je suis prête à te rembourser. Tu vois? Le but, c'est vraiment que le client puisse vivre l'expérience jusqu'au bout et l'apprécier à sa juste valeur. C'est surtout ça, c'est la valeur que tu accordes à ton produit, à ton entreprise en fait. En fait, je pense qu'on va jamais finir. En fait, mais quand tu prépares pour 100, bon, quand tu vas pour 3 personnes, tu canalises un peu la valeur que tu mets, parce que quoi, c'est 3 personnes quoi. Chaque plat, tu sais, tu calcules un peu plus comment tu mets de la valeur dans chaque plat. Si tu commandes pour 200 personnes, que tu prépares pour 200 personnes,
Je ne suis pas cuisinier, moi je suis un mangeur, je ne suis pas un cuisinier. Mais est-ce que vous avez dit quelque chose? Est-ce que tu arrives à vraiment contrôler cette partie de je mets la valeur dans chaque repas? Bah oui, bien sûr. Mais avant ça, est-ce que, dis-nous approximativement, tu as combien de commandes comme ça par jour? Si tu veux, bien sûr. En moyenne. En moyenne, entre 40 et 50. Entre 40 et 50. Ouais. 40 quand on met en place là maintenant, et je connais tes boss, c'est pas les petites bosses. Des fois, c'est des bosses en carton là. C'est large. 40 de ces boîtes-là, comme ça, tu arrives à te dire, ok, je mets autant de valeur partout. Bah oui, parce que c'est ce qu'il y a à petite échelle que tu essaies de répliquer à grande échelle. Si tu n'arrives pas à répliquer, bah c'est que tu n'as pas encore ton produit. Donc, quand par exemple, je parlais de tests tout à l'heure, quand tu fais tes tests et que tu fais tes 3 repas là, par exemple, le but maintenant, quand tu vas vouloir faire 50 repas, c'est de multiplier C'est facile ça? copie conforme les 3 là. Je sais que c'est là avoir l'impression que en 50. C'est quand même pas aussi évident que ça. Oui, c'est pas évident et c'est ça qui fait toute la complexité du truc. C'est pas évident et surtout que toi-même tu arrives à t'imposer cette discipline-là, mais aussi que tu arrives à l'imposer aux personnes qui travaillent avec toi. C'est surtout ça le plus gros défi. Je pense qu'on a beaucoup parlé, on n'a pas parlé de la ressource humaine. Chaque fois que tu parles avec les entrepreneurs, surtout ici, à la ressource humaine, c'est un combat de dure haleine. Donc, oui, toi, par exemple, tu dis tu fais encore aujourd'hui beaucoup de choses. Par exemple, la relation avec Bon, on a tout le temps, en vrai. On peut parler pendant 2 heures, 3 heures. Moi, je kiffe beaucoup. Tant que je kiffe, je continue à poser des questions. Maintenant, toi, tu disais tout à l'heure que tu gères encore pas mal la relation avec les clients, la discussion sur les différents réseaux sociaux, même certaines commandes et tout. Maintenant, si on voit bien, c'est que pour toi, la ressource humaine, c'est plus en cuisine. Oui. Et tout ce qui sort doit avoir le goût que tu veux. Ouais. Comment ça se fait? Comment on montre aux gens de préparer comme nous? Comment on montre aux gens de préparer comme nous? C'est... Je refais la phrase. Comment on montre aux gens comment émettre la vibration qu'on émet? Tu as la référence ou pas? Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. En vrai, je pense que... Je ne vais pas dire que c'est contagieux parce que les premiers mois, c'est pas évident. Mais à partir du moment où il faut être très, très persévérant. Et aussi, il faut comprendre que tout le monde n'est pas fait pour ça. Et si tu travailles avec quelqu'un et que tu remarques que la manière de faire de la personne ne matche pas avec toi, ta vision, tu n'as pas les résultats que tu veux, elle n'atteint pas les objectifs que tu attends d'elle, à un moment, il faut se résoudre à s'en séparer et s'entourer des bonnes personnes. C'est difficile, mais l'entrepreneuriat, c'est pas censé être facile. C'est nul. Oui, et du coup, on n'est pas là pour faire de l'humanitaire, on n'est pas là pour... oui, tu te dépenses de l'argent et du coup, tu veux en gagner en retour. Et si tu dois dépenser de l'argent pour ne pas avoir le résultat que tu veux, à quoi bon? Donc, vaut mieux que tu investisses, mais de la meilleure des manières et donc dans la bonne ressource humaine. Et quitte à essayer plusieurs fois jusqu'à ce que tu ne trouves les bonnes personnes. Parce qu'au final, c'est parce que tu t'entoures des bonnes personnes que l'entreprise, elle tourne bien. Parce que ce qui est sûr, tu ne peux pas tout faire toute seule. C'est clairement impossible. Donc, c'est parce que tu t'entoures des bonnes personnes
que l'entreprise, elle atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Et si tu persistes à continuer avec des personnes qui n'épousent pas la vision ou qui ne sont pas disciplinées ou qui ne font aucun effort pour rentrer dans le moule, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, à un moment, il faut avoir cette fermeté-là et cette lucidité-là. Tu as déjà viré quelqu'un? La première fois, c'était comment? Pas très compliqué. Ouais. Oui. Non, ça semble méchant dit comme ça, mais pas du tout, parce que moi, je suis très... avec mes collaborateurs en cuisine, c'est que des filles. Donc, avec mes collaboratrices, on a une relation pas vraiment patronne-employée. C'est vraiment un peu comme des personnes de ma famille. Donc, quand elles ont des problèmes, j'essaie de gérer comme je peux. C'est-à-dire que elles, c'est moi. Donc, tout ce qui les concerne, me concerne moi. Et c'est cette relation-là que moi j'ai avec les personnes avec qui je travaille. Et du coup, je me lève pas du jour au lendemain pour te dire que non, tu es viré. Mais... c'est que tu as eu pas mal de signes, tu as eu pas mal d'avertissements, on a parlé, je ne sais pas combien de fois. Et à un moment, on se dit, à un moment, je me dis que on a essayé et que ça n'a pas marché. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Donc... c'est pas difficile. Ça va. Ok. Très, très intéressant. Je pense qu'on doit avoir une deuxième session. Parce qu'il y a pas mal de choses que tu ne nous as pas dit, en fait. Ouais, d'accord. Pas mal de choses que tu ne nous as pas dit. Et par contre, moi, je ne sais pas, mais je me dis, quand les gens vont regarder cette session, on se dit, il faut qu'on nous partage plus de valeurs. Comme ça, c'est une formation. Est-ce que tu serais apte? Quand la communauté va demander, bien sûr, on fait une petite capsule comme ça, on sort les vraies astuces, les vraies astuces plutôt, par rapport à comment ceci marche, quel problème, comment on résout, quand une formation, je ne sais pas. C'est possible ça? Oui et non, pas dans la cuisine, parce que au-delà de la cuisine, il y a pas mal de choses dans la gestion, dans la communication que tu as abordées qui sont super intéressantes. Et moi, que je trouve que ça peut aider, je ne vais pas dire les jeunes, mais ceux qui se lancent maintenant. Ouais. Ou même ceux qui se sont lancés depuis et que ça ne marche pas. Il faut aussi le dire. Il y a les gens qui sont lancés, ça n'a pas marché, ils sont fermés. Ouais. Ils sont vraiment passionnés, mais ce n'est pas ça. Il y a les gens, je me rappelle, il y a des clients en moi, ils font un business. Tu leur dis, ok, tu as 5 clients, c'est bien, ton business il est bien. Moi, je veux te faire de la com, que tu aies 100 clients. Ils te disent non, il ne peut pas supporter, il ne peut pas gérer, il ne peut pas suivre la production derrière. Oui, c'est vrai. Il faut assurer la qualité derrière. Ça, toi, tu arrives à le faire. Même là, c'est relatif. Surtout en restauration, il faut faire très attention. Là, tout à l'heure, quand on a parlé des difficultés, je t'ai dit, tu réalises que, en fait, faire à manger pour 30 personnes, ce n'est pas juste faire à manger pour 3 personnes fois 10, quoi, tu vois. Ouais. Donc, il y a tous ces trucs-là qu'il faut calculer. Et quand tu sais que tu n'es pas en mesure de gérer une prestation, soit tu ne prends pas l'engagement, soit tu sous-traites si tu veux, ou si tu peux. Mais si tu sous-traites avec eux, comme tu aimes bien le dire, c'est pas la même vibration. Oui, c'est pas la même vibration, mais même là, c'est relatif. Moi, il y a pas mal de collègues à moi, on discute, on se donne des conseils, etc. Et si par exemple, elle est plus pâtisserie, et moi, par exemple, je suis plus cuisine. Quand je vais avoir un gros événement sur lequel je dois faire entrée, plat de résistance, dessert, et qu'en dessert, je veux proposer une pâtisserie, je peux lui dire « Ah, tu sais, on a tel événement, est-ce que tu veux bien prendre en charge nos desserts ?» De la même manière qu'elle également, quand elle aura un truc dans ce genre et qu'elle voudra des repas, elle va me dire « Ok, j'ai tel truc, est-ce que tu pourras me gérer les repas ?» Tu vois. Donc, c'est une sorte d'entraide, si je peux dire ça comme ça, entre
entrepreneurs du même secteur, on ne fait pas exactement les mêmes choses, mais on fait des produits dont chacun pourra éventuellement avoir besoin à un moment ou à un autre. Et si on n'a pas les moyens de gérer les quantités, on ne va pas s'entêter à se dire non, il faut forcément que ce soit moi qui fasse. Mais si tu prends cette voie-là, c'est que tu dois être sûr à 100% que tu auras le résultat auquel tu t'attends. Et on revient à la même chose. C'est-à-dire que je ne vais pas sous-traiter chez quelqu'un dont je doute de la qualité du produit ou dont je doute de la finesse ou de la qualité du produit fini, tu vois. Je dois pouvoir être sûr à 100% que la personne mettra la même énergie à me faire ce travail-là que l'énergie que j'y aurais accordée moi-même. J'ai une question simple, on va s'arrêter cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, moi j'aime l'aimolo, hein, donc c'est pourquoi j'en parle tout le temps. L'aimolo de la House Foodies, quelqu'un commande 10 000 plats. Tu sais que tu ne peux pas assurer toutes les 10 000 plats. Tu as quelqu'un, c'est pas un oui ou pas un non, tu as quelqu'un à qui tu dis, tu sais que lui, quand je lui dis de me faire tous les 10 000, il me fait 5 000, c'est la même énergie, il n'y aura pas de différence. Non, ça je peux pas faire ça. Tu vois? Parce que ce sera quand même deux produits différents mis ensemble. Tu vois? Si par exemple je dois faire Aïmol, voilà, dans ce sens-là, je peux lui dire, ok, je fais Aïmol, mais tu me fais Maca et tu me fais les œufs. Ok. Tu vois? C'est du management. Ah, c'est ça. Tu refuses de former dessus. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 produits différents qui sont dans la même assiette, mais qui composent le même repas. Donc, je me dis, les quantités là, je ne peux pas gérer. Donc, ok, moi, je vais faire mon riz, je vais faire mon piment noir, je vais faire ma sauce tomate. Et je peux demander à quelqu'un de me frire le poisson, de me faire les pâtes. Et parce que ça, c'est quand même des choses qui sont assez... on va dire habituel quoi. Exactement. Tu sais que les trucs qui sont le plus complexes et qui ont une identité qui est vraiment propre à toi, à ton entreprise, bah forcément, ce sont des trucs que tu prends en charge toi-même. Et si tu veux sous-traiter, par exemple, tu vas aller sur des choses beaucoup plus classiques, beaucoup plus standards. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces valeurs-là que nous avons partagées aujourd'hui. Extraordinairement, moi j'ai beaucoup appris. Et je pense que les gens qui ont suivi jusqu'à la fin aussi vont beaucoup apprendre. J'espère bien. J'espère beaucoup pour eux. S'ils veulent vendre à manger, en tout cas, il faut qu'ils apprennent beaucoup. Maintenant, je pense qu'on est à la fin de la session. Et avant de partir, on fait un petit jeu. C'est pas vraiment un jeu. L'idée, c'est de dire en un mot, un petit résumé, genre en un mot, ce qui résumerait cette session, cette section de discussion. En un mot. Que les gens vont pouvoir utiliser dans les commentaires. Et nous, derrière, ce qu'on essaie de faire, un certain niveau donné dans notre cheminement de podcast, on veut pouvoir envoyer des boss cadeaux à ceux qui suivent tout le temps jusqu'à la fin. Ok. Ah ok, d'accord, je comprends. Je vois un peu. Quel est le mot qu'ils doivent mettre dans les commentaires? Je vais dire discipline. Discipline. Ouais. Discipline. Bon, on n'en a pas beaucoup parlé. Si, mais de manière implicite. Oui. Ouais, parce que tout ce qu'on a abordé là, il faut vraiment être discipliné. Sinon, ça passe pas. Voilà, donc. Ok. Ouais. Ok. Merci beaucoup.